Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais partager avec vous mon souhait par rapport au jour de mon accouchement, à savoir que je souhaite un accouchement le plus physiologique possible avec le moins d'assistance médicale et que je souhaite qu'il se déroule chez moi, dans mon petit cocon, dans mon petit univers. J'ai envie de partager ça avec vous parce que je pense vraiment, ou en tout cas je me sens vraiment actrice du processus. Je sens qu'il y a plein de choses que je mets en place durant ma grossesse qui vont favoriser le fait que ça puisse se passer comme ça le jour où ça arrivera et que j'ai compris aussi ce qui allait venir inhiber cette physiologie de l'accouchement. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous déjà pourquoi j'ai fait ce choix-là et puis peut-être vous donner quelques petites informations que vous connaîtrez déjà ou pas, mais voilà, toujours dans le but d'amener de la réflexion et puis voilà, peut-être par rapport à votre propre situation, de voir qu'est-ce qui peut vous parler ou bien pas du tout. Parce que le but de cette vidéo n'est absolument pas de convaincre qui que ce soit ou alors de dire que un accouchement le plus physiologique qui soit à domicile, c'est genre la vérité universelle de tous les temps. C'est pas du tout ce que je pense. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que une des valeurs qu'on défend le plus solidement au sein de Caramel Move, c'est que chacun sait ce qui est bon pour lui. On a tous cette capacité en nous de se connecter à ça. Alors parfois, ça met un petit peu de temps. Mais voilà, chacun sait ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi de le retransmettre à travers cette vidéo. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si pour toi, un accouchement dans une structure hospitalière avec une infrastructure médicale, c'est le meilleur choix, et je suis convaincue aussi que alors c'est parfait comme ça. Je vous tourne forcément cette vidéo avant ce jour J qui se déroulera d'ici quelques mois. Là, j'entame mon dernier trimestre de grossesse. Donc forcément, il y a une possibilité que le jour J, ça ne se déroule pas comme ce que je prévois là, avec un peu d'anticipation. Peut-être que je vais accoucher par césarienne et que finalement, c'est ça que j'aurai à expérimenter. Parce que pour moi, c'est hyper important de me préparer à ce jour-là comme j'ai envie de le vivre. Je sais qu'il y a des personnes qui vont plutôt avoir l'optique de se dire, vu qu'on ne sait pas comment ça va se passer, autant pas trop s'y préparer. Pour moi, c'est super important et ça, je vais faire des petits liens avec mon design pour les personnes qui connaissent le Human Design parce que je trouve ça magnifique de voir comme tout ce que je mets en place finalement, ça s'explique par rapport à mon fonctionnement unique. Mais voilà, dans mon design, dans mon fonctionnement à moi, c'est important déjà de visualiser comment un événement pourrait se passer avant qu'il ne se passe et puis d'avoir un petit peu, oui, ces probabilités, on va dire, et d'aller un petit peu creuser à l'intérieur. Et donc, cette importance pour moi de me dire, j'aimerais que ça se passe comme ça, voilà comment je m'y prépare. Et si le jour J, c'est pas possible, au moins, j'aurais aucun regret, j'aurais eu cette sensation d'avoir mis toutes les chances de mon côté. Et ensuite, je me dirais, ok, tout est juste, rien n'arrive par hasard. T'as autre chose à apprendre de cet événement, de ce vécu-là. J'ai toujours mes petites notes avec moi pour ne rien oublier par rapport à ce que j'ai envie de vous dire.
Oui, en fait, je vous fais cette vidéo notamment parce que j'ai reçu une question sur Instagram quand j'ai exposé cette envie d'accoucher chez moi, d'une personne qui me disait: tu n'as pas peur que si quelque chose se passe mal, tu n'aurais pas toute l'infrastructure médicale qu'offre l'hôpital autour de toi et du bébé. Et je comprends parfaitement cette question-là. D'ailleurs, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Je comprends cette question parce que au fur et à mesure de mes recherches, on va dire, ou des ressources que j'ai pu inclure par rapport à cette préparation à l'accouchement que je fais. D'ailleurs, je vais vous lister toutes les ressources que j'ai utilisées dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, je me suis rendu compte que petit à petit, ou en tout cas c'est mon avis personnel, on a rendu l'accouchement comme un événement à risque. On a cette vision de l'accouchement qui peut être quelque chose de très risqué, où il faut vraiment prévenir les éventuels dangers et finalement on a déployé des moyens pour. Et donc j'ai l'impression que en fait il y a eu ce moment où l'infrastructure qui a été déployée permettait de répondre aux accouchements à risque, qui n'étaient pas la majorité des accouchements, mais qu'aujourd'hui, on est tombé dans le versant de chaque accouchement finalement présente un risque majeur, un risque. Il y a plus de chances que l'accouchement se passe mal qu'il ne se passe bien. En tout cas, c'est vraiment ce que je perçois. Et donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que dans ce que je vais vous partager par rapport à ce que j'ai compris de cette physiologie de l'accouchement, plus on cherche à contrôler l'accouchement, plus on s'éloigne de la physiologie, et donc plus on s'éloigne de la physiologie, plus on cherche à contrôler, et donc voilà, c'est vraiment, ça devient une sorte de cercle vicieux. Et le fait de comprendre qu'est-ce qui renforce la physiologie, qu'est-ce qui l'éloigne, à mon avis, ça permet vraiment de se préparer au mieux et de réduire ces potentiels risques qui finalement ne sont pas si présents que ça à la base. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme je le formule. Oui, j'ai l'impression qu'on traite un petit peu l'accouchement comme une maladie, alors qu'à la base, c'est quand même, je pense, le truc le plus naturel qui soit. Ok, alors, ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est que toutes ces recherches que j'ai pu faire, c'est pas elles qui m'ont permis de prendre ma décision. En fait, je sens dans mes cellules que c'est l'accouchement qui me conviendra le mieux, cet accouchement physiologique, cet accouchement chez moi. Vraiment, j'ai pris cette décision avant même de me renseigner, parce que je sens que c'est ça qui vibre à l'intérieur de moi. Je sens que c'est comme ça que j'ai besoin de cheminer, et vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment viscéral en fait. Et ensuite, toutes les recherches que j'ai pu faire n'ont fait que me conforter dans ce choix et me dire mais c'est clair et net quoi, mais tout s'explique, tout s'explique. J'ai vraiment cette sensation que mon accouchement va pouvoir va être une étape en fait dans le processus de guérison et de développement personnel que je mets en place depuis des années. J'ai l'impression que ça va, je sais pas comment vous expliquer, mais que ça va vraiment faire partie du processus et me connecter à quelque chose de bien plus grand que ce que j'imagine. Que toutes ces ressources que j'ai à l'intérieur de moi et que je développe au fil des années, c'est comme si à ce moment-là, je vais me dire, ouais, en fait, elles sont là, quoi. Et que si j'avais accouché
il y a quelques années, ben peut-être que j'aurais pas été prête à me connecter vraiment à ce ressenti du jour J. J'ai vraiment cette croyance que on a toutes et tous, parce que c'est pas forcément... Alors là, je vous parle de l'accouchement, mais je pense qu'il y a plein d'autres moyens de se connecter à cette puissance dont on ne soupçonne même pas l'existence à l'intérieur de nous. J'ai vraiment cette conviction profonde qu'on a un pouvoir intérieur qui peut se déployer à ce moment-là. Et j'ai trop envie de me connecter à ça, quoi. Vraiment, je me réjouis de vivre ce moment, de voir comment mon corps va m'accompagner dans cette étape, d'avoir ces sensations qui finalement me sont inconnues jusqu'à ce jour J. Mais j'ai vraiment, je me réjouis vraiment de vivre ça. Ça veut pas dire que plus le jour approche, plus des fois je me dis waouh, ça va quand même être un gros truc. Donc je pense que il y a des fois un petit peu du stress qui peut arriver, mais j'ai envie de dire c'est un stress que je ressens comme assez sain finalement et normal, j'ai envie de dire. Voilà. Là, je vous dégrossis un petit peu le truc. Et en fait, j'ai reçu aussi une autre question qui était selon toi, peut-on faire un accouchement physiologique sans connaissance approfondie de soi et de son fonctionnement? Y a-t-il des conditions à ce niveau-là pour toi, un niveau à atteindre, un prérequis? Non. Non. Selon moi, on sait faire en fait. Et c'est ça que j'ai pu aussi confirmer à travers mes recherches. C'est que ce savoir-faire, il est à l'intérieur de chacun de nous, de chacune de nous, et qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Et que en fait, dans mon parcours à moi, alors là j'ai regardé plusieurs documentaires qui expliquent cette physiologie, j'ai lu plusieurs livres, j'ai aussi pris la formation de Quantique Mama sur la gestion de la douleur, enfin voilà, j'ai réuni plusieurs choses. Par contre, là, je sens que j'arrive à une phase où si je vais plus loin dans ce processus d'apprentissage, je vais me couper de la physiologie, de ce que mon corps sait faire. Je vais partir dans trop de mentalisation. En fait, j'ai pas envie d'aller regarder quelles sont les positions qui sont recommandées ou qui peuvent être bénéfiques. Alors, pour moi, la position proposée en structure hospitalière, sur cette chaise gynécologique, les pieds en l'air et puis vraiment, enfin vous voyez ce que je veux dire, pour moi ça c'est c'est un fait, hein, c'est anti-physiologique, c'est vraiment pour faciliter le travail du corps médical qui est là à ce moment-là, mais j'ai pas envie en fait de savoir telle position elle serait mieux ou pas, j'ai pas envie d'apprendre des techniques de respiration, etc. parce que vous allez le voir après, mais durant l'accouchement, une des clés c'est de venir éteindre son cerveau de l'intellect, de se connecter à son cerveau primitif, à ce cerveau relié à l'aspect le plus sauvage présent à l'intérieur de nous. Et donc vraiment, je sais que je saurais faire. Et je veux pas me dire, ah, attends, là, on m'avait parlé de cette position, donc je veux me laisser guider parce que je sens juste à ce moment-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne nous a appris à aller aux toilettes. Et en fait, l'accouchement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Notre corps sait faire. En tout cas, c'est vraiment ce que je crois le plus profondément.
Je vais vous citer dans la vidéo quelques passages de ce livre-là. J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui est vraiment hyper intéressant tant en termes de physiologie que de témoignages. Ouais, je le trouve hyper complet. Et puis, il y a un passage qui finalement résume un petit peu ce que je viens de vous dire et mon avis sur tout ça. D'une femme qui partage ce qui s'est passé pour elle le jour de son accouchement et qui dit « Cela a été pour moi un acte de transcendance. C'est l'un des meilleurs moments de ma vie où j'ai pu sentir le pouvoir de la nature, ce courant, cette énergie qui me traversait. Je n'avais qu'à ouvrir mon corps, laisser faire pour qu'elle passe, donc cette énergie, et fasse naître mon enfant. Accoucher m'a conduite à accueillir la puissance de la femme et à vérifier par l'expérience que c'était un acte sacré. Le passage à l'état de mère par lequel l'amour inconditionnel peut prendre corps. » Voilà, pour moi, il y a vraiment cette... on a autant cet aspect de je suis actrice de mon accouchement finalement au moment où il se déroule, et il y a aussi ce côté plus passif de si je laisse faire plutôt que je veux absolument accompagner, je veux absolument pousser, je veux absolument que ça aille plus vite. Ou voilà, il y a vraiment ce laisser faire et accompagner son corps pour qu'il puisse faire de la manière la plus optimale possible, accompagner son bébé. Et voilà, je vais un peu détailler ça juste après. Oui, pour vous expliquer encore ce qui appuie mon choix et ce qui me montre que c'est vraiment optimal, c'est le fait que c'est important pour moi, pour mon énergie, pour mon corps, par rapport à mon Human Design, d'être dans un environnement connu. Voilà, il y a des gens qui vont être plus à l'aise, où leur énergie va pouvoir se déployer de la manière la plus optimale dans des environnements qu'ils ne connaissent pas forcément et tirer parti de ces nouvelles choses qu'il y a autour d'eux. Et il y a des personnes comme moi pour qui finalement le corps va être le plus détendu, le plus relax possible dans un environnement connu où en fait j'aurais pas à me poser la question de mais ce truc il fait quoi là, ou est-ce que ça va ça va me poser problème à un moment donné, ou enfin vous voyez, d'avoir vraiment voilà, je me pose pas la question, je connais cet espace, je me sens dans ce cocon sécuritaire, chaleureux. Ça c'est aussi dans mon processus de manifestation entre guillemets, il y a vraiment cette connexion au ressenti qui est hyper importante, et de ouais, pour moi ce jour-là j'ai envie de me sentir dans un endroit cocooning, quoi, dans un endroit ouais, je peux pas le dire autrement, je crois. Et pour moi, chez moi, c'est là où je me sens le plus comme ça. Et puis ouais, de sentir que je vais vraiment être libre de mes mouvements, et puis pouvoir passer d'une pièce à l'autre s'il le faut, bien que dans la visualisation que j'en ai, je pense que naturellement je vais me diriger dans la chambre de mon petit bébé pour vivre ça, mais on verra sur le moment. Et puis, j'ai cette fameuse ligne 4 dans mon profil qui est la ligne du réseau et la ligne de plus je suis entourée de personnes que je connais, avec qui j'ai déjà pu créer un lien, mieux c'est pour moi. Et donc, pareil, de me retrouver dans une structure où je ne sais pas qui sera là
le jour J, ben, c'est quelque chose qui est stressant pour moi, qui n'est pas du tout optimal. Alors que là, ben, voilà, je sais que la sage-femme qui va m'accompagner, ben, je l'ai déjà rencontrée, je vais la rencontrer encore à plusieurs reprises. Et puis, ben, David sera présent aussi parce que, ben, il a envie d'être présent. Et pour moi, c'est aussi un truc hyper important. Pour moi, le choix des conditions d'accouchement appartient à la femme parce que c'est elle qui, qui fait le job, hein, pour parler de manière très claire et très résumée. Mais par contre, ben, le père, il a ce choix-là de dire oui ou non, quoi. Oui, j'ai envie d'être là, pour moi c'est important, ou bien pas. Et il y a vraiment, voilà, chacun a une décision à prendre dans ce processus. Et je trouve que bah, c'est beau finalement. Et puis voilà, le fait qu'il y ait une sage-femme qui soit présente, eh bien, c'est elle qui gère s'il y a un risque ou pas. C'est elle qui a les connaissances à ce moment-là. Moi, je vais aussi me connecter à mon ressenti, mais c'est elle qui va me dire si oui ou non il faut partir à l'hôpital. Et l'hôpital est à 5 minutes de chez moi. Donc clairement, voilà, je ne me sens absolument pas en danger et je me sens pleinement en sécurité que d'accoucher chez moi. Petite précision avant de plonger dans la physiologie de l'accouchement, je sais que en France, dans les reportages que j'ai pu voir, c'est pas encore très très démocratisé cet accouchement à domicile. Il y a vraiment ce discours que effectivement c'est risqué et que limite la femme est complètement inconsciente de faire ce choix-là. Et donc je sais que le contexte, ce contexte-là ne favorise pas en fait ce choix-là et que dans certains reportages, ils vont même jusqu'à dire que quand la femme fait part de son choix, parce qu'elle doit quand même s'inscrire dans une structure hospitalière au cas où, et quand elle fait part de ce choix-là, ben, tout d'un coup, on lui trouve une petite pathologie qui fait que c'est contre-indiqué d'accoucher à la maison. Et bon, je trouve que c'est vraiment très dommage. Nous, du coup, là, on est en Suisse et donc c'est quand même beaucoup plus ouvert, bien que ce soit un petit pourcentage de femmes qui décident de faire ce choix-là. Mais voilà, je vous partage ça parce que il y a des différences selon les pays. Bon, alors, on va plonger un petit peu dans la physiologie de l'accouchement. Je vais vraiment pas aller non plus trop loin parce que bah, si ça vous intéresse, vous pourrez aller creuser. Et puis, je préfère rester dans aussi les messages principaux de ce que j'ai pu en comprendre. De nouveau, je vais vous lire un passage du livre qui pour moi résume bien cette physiologie. La physiologie de la naissance appartient aux femmes. L'art de naître appartient aux enfants. Déjà là, en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les deux acteurs principaux et indispensables, c'est la mère et le bébé. Tout le reste, toutes les autres personnes présentes ce jour-là, oui, elles peuvent jouer un rôle, et d'ailleurs on va en reparler un petit peu de ce rôle, mais sans elles, l'accouchement peut se faire aussi. Donc voilà, ça je trouve que c'est déjà hyper important de le replacer un petit peu au centre. La mise au monde est un formidable duo d'adaptation réciproque, un processus naturel et instinctif. La mère ouvre son col, son bassin, son périnée, grâce à la contractilité de son utérus. L'enfant emprunte les chemins ouverts, lui-même poussé par les contractions. Dans ces conditions, aucune femme n'a besoin d'apprendre ni à respirer, ni à pousser, ni à se mettre dans telle ou telle position. Son corps sait. Ça me fout la chair de poule. C'est un savoir-faire
inné. Laisser une femme suivre son chemin qui mène à l'accouchement en veillant à ce qu'elle ne trébuche pas trop, qu'elle puisse toujours se relever, en l'aidant juste à découvrir qu'elle est capable de mener à terme et à bon port cet événement. Je trouve que c'est hyper émouvant en fait. En tout cas, moi, ça m'émeut beaucoup de vous partager ça et de me connecter à ça. Voilà, c'est super beau. Je vous invite, si ça vous intéresse, à écouter le podcast de la matrescence. Je vais vous le mettre aussi en barre d'infos, qui a invité un obstétricien spécialiste de la physiologie qu'est Michel Audin, et qui parle vraiment dans ce podcast du rôle des personnes qui accompagnent la femme à accoucher, qui est un rôle de protection. Et ça, je trouve que ouais, c'est aussi très très beau, c'est de protéger l'environnement de la mère pour que les conditions optimales à la physiologie soient réunies. Je vais vous en reparler aussi après, mais c'est un petit peu typiquement là par exemple, moi je vis dans un immeuble, j'ai des voisins plus ou moins bruyants au-dessus de chez moi pour ceux qui ont suivi mes petites histoires sur Instagram. Et potentiellement, j'ai des gens qui vont peut-être entendre ce qui va se passer ce jour-là. Et donc, je sais que David, et il est pleinement OK avec ce rôle-là. D'ailleurs, je crois que ça le fait un peu rigoler. Mais c'est lui, en fait, qui va gérer s'il y a quelque chose dans l'environnement qui va venir perturber moi, mon cocon à moi et le fait, comme je vous disais avant, d'être connecté à ce truc très très instinctif et de sortir de l'intellect, lui, il va s'assurer que l'environnement soit protégé à ce niveau-là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais vous détailler aussi par la suite un petit peu d'autres choses, mais c'est ça, c'est un rôle de protection. C'est un mot-clé en fait, et s'il y en avait qu'un à retenir, ce serait ça. Oui, il y avait aussi cette phrase que je trouvais hyper jolie, qui est « Cette épreuve est spécifiquement individuelle, faite pour cette femme-là, avec ce bébé-là, ce papa-là, à ce moment-là de leur vie. Elle est adaptée à leurs limites, leur résistance, leur force, leurs compétences. Par contre, toute la difficulté réside dans le fait que ce n'est pas à la dimension qu'elle connaît d'elle-même. Ce voyage intérieur, impulsé par la douleur et guidé par l'instinct, renforce la femme dans son savoir-faire et son savoir-être. Elle accède à de nouvelles compétences, comme si elle découvrait des parties d'elle-même jusqu'alors inconnues. Voilà, ça fait un petit peu écho à ce que je vous partageais aussi avant finalement, tant que c'est pas là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais comme finalement tout événement de vie dans lequel on décide de plonger, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. Ok, maintenant on va faire un petit point sur la différence entre le cerveau reptilien, le cerveau instinctif, le cerveau primitif, et puis le néocortex, ce cerveau plus de l'intellect ou ce mental, ou voilà, je pense que vous voyez tous la différence quand je vous partage ça. Et il y a vraiment en fait l'enfantement, ce lien avec ce processus lié à ce cerveau primitif. C'est un processus involontaire finalement, l'enfantement, donc c'est-à-dire que le corps va faire le job quoi qu'il arrive, et il n'y a pas besoin d'aider ce processus, à part le fait d'identifier qu'est-ce qui va venir l'inhiber, qu'est-ce qui va venir le renforcer. Pour enfanter, la femme doit quitter son néocortex,
Donc son rapport à l'extérieur, son rapport à l'autre, sa maîtrise, son contrôle pour accéder à son cerveau reptilien, la femme sauvage, instinctive, qui fait que en fait, ben, ça nous demande de se lâcher prise et donc cette connexion à, ben, peut-être que il y a des paroles insensées qui vont sortir de nous à ce moment-là, des gestes insensés. Et ça, c'est hyper bon signe pour dire, ok, là, elle est vraiment connectée à son cerveau primitif et en fait, plus rien ne compte autour à part cette bulle-là. Et donc là, on se dit, mais c'est génial parce que je peux comprendre qu'est-ce qui fait que je reste dans ce néocortex et ce cerveau de l'intellect et qu'est-ce qui me permet d'en sortir. Alors, ce qui va renforcer ce cerveau plus le mental, c'est déjà un environnement où on se sent stressé parce qu'on ne va pas pouvoir lâcher prise. Vous pouvez vraiment faire le lien, en fait. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qui favorise l'endormissement? Qu'est-ce qui favorise l'orgasme aussi? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous arrivez à atteindre ces deux conditions-là et vous allez avoir pas mal de réponses similaires par rapport à cet accouchement. Mais voilà, un environnement stressant, bah, ça ne va pas nous permettre de quitter ce néocortex. Le langage de manière générale, et ça en fait il l'explique aussi dans le podcast Michel Audin, c'est peut-être le truc le plus difficile pour les personnes qui accompagnent la femme et qui vont avoir tendance à vouloir lui demander comment elle va, comment elle se sent, qui vont, oui, peut-être entre les contractions vouloir détendre l'atmosphère et puis lui raconter une petite blague, voilà, je ne sais pas, mais en fait, toute parole rationnelle, même la plus bienveillante et la plus rassurante qui soit, va déconnecter la femme de son cerveau primitif et la connecter à son néocortex. Le stress, ben, ça va aussi avec les peurs en fait, et si la personne se retrouve dans un environnement où il y a d'autres personnes qui sont stressées ou qui ont des peurs, ça c'est dans la formation de Quantique Mama où en fait elle dit à ce moment-là en fait, à ce moment-là où la femme elle est en train d'accoucher, elle va entendre tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et je trouvais hyper symbolique comme phrase, mais c'est en fait de dire, ouais, ok, si mieux vaut qu'il y ait moins de personnes, mais des personnes qui sont complètement à l'aise d'être là, plutôt que plein de gens qui... et de nouveau, en fait, en tout cas moi, dans ma perception des choses, dans une structure hospitalière, si en fait j'y suis et que je sens qu'il y a des gens qui rentrent, qui repartent, que je sais pas moi, la sage-femme elle a eu une mauvaise journée donc elle n'est pas pleinement là, elle est stressée, enfin en fait je sens que ça va me couper de ça, mais de nouveau c'est très personnel. Le froid, ça déconnecte aussi de ce cerveau primitif. La lumière, et là aussi je me dis waouh, en fait dans ma représentation de la structure hospitalière, ben t'as la lumière du jour ou t'as la lumière en pleine face. Et là, je me dis, ben chez moi, je vais pouvoir créer, si c'est en pleine journée, fermer les volets, mettre une petite lumière d'ambiance, mais vraiment quelque chose qui, de nouveau, qui favorise ça. Voilà. C'est trop intéressant, quoi, de se dire que pour imaginer les conditions favorables à l'accouchement, c'est simplement de se dire qu'est-ce qui fait que tu arrives à t'endormir tous les soirs? Ok, bon, alors voilà. Est-ce que tu peux reproduire ça ou envisager de reproduire ça pour ton accouchement?
Ensuite, je vais vous parler de l'ocytocine, qui est une hormone clé dans ce processus-là, qui est, alors pour résumer, c'est l'hormone de l'amour, de la confiance et aussi de l'attachement. Donc c'est vraiment une hormone qui, d'une part, va jouer un rôle dans tout ce qui est les contractions et la progression du bébé pour le guider vers la sortie. Et puis ensuite, il y a vraiment ce pic hormonal qui va faire que l'attachement entre la mère et l'enfant va pouvoir aussi être favorisé si l'hormone est bien sécrétée. C'est une hormone qui est sécrétée donc au niveau de l'hypothalamus en tout temps, hein, je veux dire, on a tous la possibilité de la sécréter en plus ou moins grande quantité, mais elle est sécrétée encore plus en fin de grossesse, et notamment le dernier trimestre de la grossesse, on pourrait aussi l'appeler le trimestre de l'ocytocine, et donc de nouveau de venir comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle va être sécrétée en plus grande quantité. Et puis, elle est sécrétée plus, ou en tout cas dans des conditions physiologiques, elle est censée être sécrétée à fond au moment de l'accouchement et juste après. Qu'est-ce qui va venir renforcer la sécrétion de l'ocytocine au-delà du jour même de l'accouchement, la préparation justement les semaines et les mois d'avant, c'est tout simplement de se sentir dans un environnement rempli d'amour, rempli d'harmonie, mais que ce soit dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec les lieux dans lesquels on se trouve, dans notre relation à nous-mêmes, tous les environnements chaleureux, le lien à l'autre, les câlins, les bisous, les orgasmes aussi, le plaisir de manière générale, les massages, l'eau chaude, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, toutes ces ambiances très chaleureuses et le fait pour la femme de se sentir écoutée, de se sentir comprise. Et là, vraiment, je dirais que tout part de nous-mêmes parce que oui, c'est dedans, en tout cas moi c'est ce que je travaille vraiment dans cette relation à moi-même, à quel point j'écoute mon corps, à quel point je prends en considération ce qu'il a à me dire. Et là j'ai envie de dire que je le fais encore plus parce que là je repars de manière un peu plus générale, mais comment je vais pouvoir écouter mon corps le jour J et le guider si je ne sais pas le faire de manière optimale avant ce jour-là? Ça aussi, je trouve que ça permet vraiment de préparer à se connecter à ce côté très instinctif et à lâcher ce que le mental voudrait voilà, nous proposerait de faire au-delà de ce que le corps nous dit. L'ocytocine, elle va vraiment du coup favoriser du coup à travers les contractions, l'ouverture du col, la progression du bébé et tout ceci sans forcément avoir besoin, pour être clair, de pousser. Parce que on voit beaucoup déjà notamment dans la culture cinématographique, quand on voit un accouchement, on voit la femme qui est là, allez maintenant t'as la contraction, vas-y pousse. Et en fait déjà rien que vous voyez quand je vous décris le truc, moi je me dis m'imaginer faire ça, je me vois me crisper, je me vois me fermer et donc je me vois finalement impacter négativement ce processus physiologique plutôt que de me dire ok, quand la contraction arrive, mon job c'est de me mettre dans la position qui me semblera la plus adéquate à ce moment-là, d'accompagner avec ma respiration, mais de vraiment laisser le processus se faire et moi je n'ai qu'à l'accompagner. Et là, ce que je peux vous proposer de tester en direct live, non pas en direct live, mais la prochaine fois que vous allez aux toilettes, la prochaine fois que vous allez à selle,
finalement tester de pousser pour faire sortir ce qu'il y a à faire sortir, ou bien tester de laisser faire, laisser descendre, et vous juste occupez-vous à vous détendre, à vous relâcher, à bien respirer. Vous allez voir que ça descend tout aussi bien et même beaucoup mieux que si vous forcez le truc. Et donc ça, c'est vraiment, si les stocks de cytocine sont pleinement là le jour J et que j'accompagne le processus, il va, je pense, se faire tout seul. Et physiologiquement, il est censé se faire tout seul. Ensuite, l'ocytocine, elle favorise aussi la fameuse délivrance, l'éjection du placenta une fois que le bébé est né. Parce que ça, c'est aussi quelque chose où on va se dire, accoucher à domicile, si tout à coup tu fais une hémorragie placentaire, ça peut être un risque. Et de nouveau, de comprendre que le risque sera diminué, sera minime si cette ocytocine peut continuer d'être sécrétée après l'accouchement. Donc c'est-à-dire de favoriser le contact avec son bébé, le peau à peau, de ne pas éloigner l'enfant de la mère, de faire en sorte que la mère ait bien chaud, que de nouveau au niveau de la lumière, ce soit plutôt quelque chose de tamisé que quelque chose qui lui arrive en pleine face, on va dire ça comme ça. Et qu'on ne vient pas réveiller son cerveau de l'intellect. Et donc qu'on reste dans cette atmosphère très douce où on parle très très peu, etc. Tout ça va favoriser une bonne éjection placentaire versus si toutes ces conditions ne sont pas réunies, alors effectivement, il peut y avoir un risque plus grand. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais j'avais juste envie quand même de dire 2 mots par rapport à la péridurale, parce que en fait, moi je me souviens à l'époque quand je me disais peut-être que j'aurais un enfant un jour, et en fait un peu la première question c'était du coup tu prendras la péridurale ou pas, enfin voilà. Et je pense qu'à cette époque-là, je me disais probablement. Probablement, et de nouveau c'est pas du tout un jugement, mais c'est que parce que je comprends en fait, à une période de ma vie je pense que je me serais pas sentie capable de me connecter à ces sensations si intenses de l'accouchement, et que probablement j'aurais choisi la péridurale. Mais en fait maintenant que je comprends aussi que la péridurale, eh bien elle va venir soulager la mère, elle va avoir un impact sur cette sécrétion d'ocytocine, elle va venir l'inhiber. Elle va venir inhiber aussi tous les petits compagnons de voyage qui permettent finalement la bonne progression du bébé. Et donc le bébé, il se retrouve un petit peu là à se dire « Ok, donc là, tout le monde dort, qu'est-ce que je fais ?» Parce que lui, en fait, il continue à devoir faire ce job de progresser vers la sortie. Et donc voilà, la péridurale, elle va venir endormir un petit peu tout ça, endormir l'ocytocine, ce qui fait que l'accouchement va potentiellement être prolongé sous ces conditions-là. Et donc ensuite, il y a une sorte de cascade. Si vous voulez regarder, je crois que c'est dans le documentaire Faut pas pousser qu'ils expliquent bien cette cascade en fait, qui fait que au final on va venir injecter à la mère de l'ocytocine de synthèse qui n'étant pas sécrétée par le cerveau mais directement injectée, ça va avoir un impact quand même sur le bon déroulement de cette physiologie, et donc ça va venir saturer les récepteurs à l'ocytocine naturelle, ce qui fait que elle pourra pas continuer d'être sécrétée même à minima, ou bien alors justement vraiment à minima, et ce qui fait que au final il y a plein de choses qui sont perturbées, et notamment le fait que une fois que l'accouchement est terminé, l'ocytocine naturelle, elle galère un petit peu
à reprendre sa place et donc à favoriser à ce moment-là l'éjection du placenta. Et donc, il peut y avoir aussi des complications. Je ne sais pas si c'est clair, comme je vous ai dit tout ça. C'est beaucoup mieux expliqué dans le reportage. Mais voilà, vraiment, il y a quand même une perturbation de la physiologie au-delà du fait de juste la péridurale. Et puis ce que j'ai appris aussi, c'est que en fait, à la toute fin de l'accouchement, là par contre, il y a vraiment les hormones, un pic d'hormones un peu qui vont venir apporter du stress chez la mère. Il y a vraiment cette sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline qui est hyper importante pour favoriser l'éjection du petit bébé. Et que souvent, c'est à ce moment-là que les mères, en fait, sous ce stress-là, se disent « putain, je vais pas y arriver ». Et donc, péridurale. Et que le fait de savoir et peut-être d'avoir des personnes autour qui, en fait, vont pouvoir nous dire « mais t'es quasi au bout là ». C'est juste normal. Moi, le fait de me dire « ok, je sais qu'à un moment donné, il y a ça qui va arriver » et que c'est à ce moment-là que tu dis que tu as envie de mourir et que tu vas jamais y arriver, et ben c'est à ce moment-là que la fin est proche et donc ça te redonne un boost de courage pour te dire putain vas-y. Désolée là je suis en train de je suis en train de reprendre mon langage familier, mais vous voyez je m'y vois déjà quoi, vraiment c'est voilà. Et donc cette ocytocine de synthèse, vu qu'elle passe pas cette barrière au niveau cérébral, elle ne permet pas de favoriser toute cette cascade hormonale qui va permettre de déclencher ces pics d'adrénaline et de noradrénaline. Et donc ça fait que ça peut aussi favoriser le fait qu'on parte en césarienne pour se dire bon l'accouchement n'avance pas donc on y va. Voilà, j'avais aussi encore juste envie par rapport à cette préparation que je mets en place, mais finalement c'est une préparation très intime, j'ai envie de dire, et de moi avec moi-même par rapport à ce jour-là. Je fais vraiment le distinguo entre la douleur qui va être présente, enfin que mon corps va avoir à accompagner ce jour-là. Cette douleur qui est finalement normale et qui nous indique la bonne progression de l'accouchement. Et je fais le distinguo avec la souffrance. La souffrance qui pour moi est le fait de lutter contre la douleur, le fait d'y résister et le fait du coup de créer des blocages au niveau de l'intellect et donc qui va venir nous connecter à ce néocortex qu'on essaye plutôt d'éteindre et donc qui va venir nous couper de la physiologie de l'accouchement. Et donc, en fait, là, je m'observe aussi dans mon quotidien quand je ressens un inconfort dans mon corps, quand je ressens une douleur physique. Vous savez, des fois, on peut avoir mal au ventre, ou bien, je ne sais pas si on se tape, ou bien, vous voyez, j'essaye déjà de m'observer, en fait, dans ces moments-là et de me dire, attends, plutôt que de crisper ton ventre pour que ça passe plus vite, juste accueille que là, tu as un petit peu mal à l'intestin, respire, décrispe, et waouh, je me dis, en fait, c'est ça que tu auras à faire le jour de l'accouchement. Et c'est tellement plus doux, c'est tellement plus physiologique, effectivement. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire ce distinguo-là. Et puis voilà, oui, voilà, la connexion à cette respiration qui finalement, en fait, c'est une des clés de l'accouchement et on a la chance qu'elle nous accompagne à chaque seconde de notre vie. Donc voilà, c'est vraiment ça que je mets en place. Et comme je vous dis là, j'arrête
ou en tout cas je consulte presque plus de documentation par rapport à cette préparation à l'accouchement, parce que là je sens que ça va me faire quitter la physiologie. Donc voilà, c'est mon ressenti et je l'accueille et je l'écoute. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère que c'était pas trop brouillon et que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à me dire ben voilà ce que vous en pensez, votre propre expérimentation. Si vous avez envie de partager certaines choses avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous tiens au courant, hein. On verra bien ce qui se passera ce jour-là. En tout cas, je suis sûre que ce sera le plus parfait pour moi, le plus parfait pour bébé. Et c'est tout ce qui compte. Belle suite de journée ou de soirée. À très vite. Plein de gros bisous.